40 000 voire 50 000 francs CFA pour rallier une commune d'Abidjan à partir de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Une véritable arnaque. Pourtant, la pratique est réelle et bien courante aux grandes dames des passagers. Au téléphone, tout à l'heure, j'ai eu une amie qui m'a demandé si c'était vraiment effectif. Ces histoires de 40 000 francs par taximètre, c'était vraiment effectif. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ce soir je suis venu chercher mon oncle. Je pense que c'est plus sûr de soit même venir chercher ses parents, ses amis, ou au lieu de les laisser aux mains de ces taximètres-là, tout peut arriver avec eux en tout cas. Par prudence, quand j'arrive, c'est plutôt mes collègues, soit un frère qui vient me chercher. Et ces taximètres véreux ont envahi le périmètre de l'aéroport. Pour mettre fin à cette arnaque organisée, le ministère des Transports a décidé de sévir. Désormais, on exige que d'abord les taxis qui vont opérer au départ de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny soient entièrement en règle avec les vignettes et les patentes et tous les documents administratifs afférents à l'activité, et qu'en plus de cela, au départ de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, désormais, l'usage du compteur eurokilométrique est obligatoire. Ces mesures entrent en vigueur dès ce lundi 25 septembre. Il y aura un stand d'information, des communiqués qui vont passer en boucle dans le système d'information de l'aéroport, des supports physiques qui seront remis aux passagers. Il y aura également des kakémonos qui seront déployés avec un ensemble d'informations. Il y aura des agents qui vont assister les usagers pour le choix des taxis. Donc les taxis seront en queue, et aussi bien les usagers. Donc on va les mettre en relation. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan jouit d'une belle réputation à l'international. En témoignent les certifications reçues. Pas question donc de laisser courir des pratiques qui en terniraient l'image, a averti le secrétaire général de l'OFT, l'Observatoire de la fluidité des transports. Depuis le 9 septembre 2017, date du démarrage des concours directs et professionnels dans la fonction publique, le lycée moderne Inagoyi de San Pedro sert de cadre aux 1035 candidats issus du Bassa Sandra. Cela grâce à la déconcentration cette année de ces différents concours. Une initiative du gouvernement saluée par les populations. Étant ici en composant, non seulement ils sont dans leur milieu, et puis il n'y a pas de problème de transport, il n'y a pas de problème d'hébergement, puisqu'ils sont déjà dans leur milieu. Bon, ça contribue à leur réussite en fait. C'était pas chaud facile. Voilà, vu que je suis à l'intérieur du pays, d'abord même le moyen de déplacement, voilà, et puis le logement, et tout ça, c'était vraiment difficile. 75 surveillants ont été mobilisés pour le bon déroulement de ces concours, avec un pôle médical et des agents de sécurité. Pour le directeur régional de la fonction publique, San Pedro va relever les défis de l'organisation. À part quelques 2 ou 3 épreuves, toutes les épreuves se déroulent à San Pedro. Donc l'année prochaine, désormais, la population de San Pedro peut s'inscrire et composer à San Pedro. Toutes les dispositions sont prises on a les infrastructures, on a tout ce qu'il faut pour que la population soit bien reçue dans les centres. Des candidats heureux de composer dans de bonnes conditions. Je pense que dans l'ensemble, les sujets sont abordables. C'est vrai, c'est le timing qui est un peu juste, mais je pense que nous pouvons espérer de meilleurs résultats. C'est une bonne chose parce que quand tu te déplaces et tu vas à Abidjan, tu dois te trouver des tuteurs et puis après ça, retourner encore sur San Pedro, ça génère des frais. Maintenant qu'on peut tout faire là où nous sommes, là, en tout cas, c'est intéressant comme ça. Les cours de préparation qui ont été initiés ont permis à certains candidats de participer et de faire en sorte d'avoir une idée claire de ce qu'il y a à faire et donc de permettre que le concours soit vraiment au top. Pour cette année, il s'agit de 35 concours directs dont prennent part 70 129 candidats pour 10 026 places. Joao Lourenço l'a annoncé pendant la campagne, il marchera dans les traces de son prédécesseur, José Eduardo dos Santos. L'Angola, pays africain riche en pétrole, est gouverné par le même parti, le MPLA, depuis 42 ans. Et le nouveau président a mis son mandat sous le signe de la continuité. Nous allons continuer le travail commencé par Agostinho Neto dans le passé. Le travail que le président dos Santos a lui-même continué.
Nous allons poursuivre ce travail et avec votre force, nous allons construire un futur meilleur. Pendant sa jeunesse, Lourenço s'est battu contre les colons portugais et a étudié en URSS. Devenu chef politique de la branche armée du MPLA, il gravit rapidement les échelons du parti. En tant que président, son pouvoir sera limité par le contrôle que Dos Santos et sa famille exercent toujours sur le parti et l'économie. Le président a privatisé l'État au profit de sa famille et quelques amis. Pour eux, il s'agit avant tout d'avoir les ressources à disposition, avoir le style de vie des gens les plus riches au monde, sans se soucier de ce qu'il advient du peuple. La crise des cours du pétrole a heurté de plein fouet l'économie angolaise, très peu diversifiée. Le nouveau président aura du mal à attirer les investisseurs dans ces conditions. Le MPLA laisse le pays dans un véritable chaos économique. La crise est très profonde, la croissance est faible, l'inflation explose, les déficits publics et la dette publique sont hors de contrôle. Les gens le ressentent dans leur vie au quotidien. João Lourenço a promis un miracle économique aux millions d'Angolais qui vivent toujours sous le seuil de pauvreté. Mais il sera difficile de changer l'un des pays les plus inégaux au monde sans bousculer l'ordre établi. Qui est à l'origine de ce traité? L'initiative du traité a été portée par un consortium d'ONG rassemblés dans la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. Celle-ci a été lancée en 2007. Elle regroupait en 2015 424 organisations non gouvernementales partenaires dans 95 pays, dont 56 en France. La première session d'une conférence de négociation aux Nations Unies s'est déroulée du 27 au 31 mars. Elle a été suivie d'une deuxième du 15 juin au 7 juillet aboutissant au traité. Que dit ce traité et quelle est son importance? Dans son article 1, le traité dit qu'il sera interdit en toutes circonstances de développer, tester, produire, fabriquer, acquérir, posséder ou stocker des armes nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs. De plus, ce traité reconnaît que la menace d'employer ces armes, la politique de dissuasion est aussi interdite. Quelle est la position des États à propos de ce traité et notamment de ceux qui sont dotés d'armes nucléaires? Tous les États détenant des armes nucléaires, États-Unis, Russie, Royaume-Uni, Chine, France, Inde, Pakistan, Corée du Nord et Israël ont adopté une position commune, rejetant les résultats des négociations concernant le traité. Ces puissances nucléaires qui n'ont pas participé à ce processus de négociation le jugent irréaliste, estimant qu'il n'aura aucun impact sur la réduction du stock mondial. La France, les États-Unis et le Royaume-Uni ont estimé dans un communiqué commun que ce texte méprise clairement les réalités de l'environnement sécuritaire international. Pour mémoire, selon un rapport du Sénat, début 2016, 9 États possédaient environ 15 395 armes nucléaires. Même le Japon, seul pays à avoir connu une attaque atomique en 1945, a boycotté les négociations ainsi que la plupart des pays de l'OTAN. Pourquoi la France s'oppose-t-elle à ce traité? Pour la diplomatie française, ce traité est inadapté au contexte sécuritaire international, caractérisé par des tensions croissantes et la prolifération des armes de destruction massive, dont témoigne notamment la menace nucléaire nord-coréenne, selon un site spécialisé en questions militaires citant le Quai d'Orsay. Quelles sont les prochaines étapes en ce qui concerne ce traité? Le traité sur l'interdiction des armes nucléaires a été signé le 20 septembre dernier à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies par une 50aine de pays, le Brésil en tête. Seuls ces États signataires seront soumis à l'interdiction. Les États nucléaires ont refusé de participer à l'élaboration du nouveau traité et certains, comme la France, redoutent un affaiblissement du traité de non-prolifération nucléaire. Dans chaque pays, le traité devra ensuite être approuvé sous forme de loi par le Parlement, ce qui permettra le dépôt des instruments de ratification à l'ONU auprès du secrétaire général dépositaire du texte. Le traité entrera en vigueur 90 jours après le dépôt du 50e instrument de ratification,
ce qui peut laisser augurer une entrée en vigueur au plus tard d'ici à mai 2018.